Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Et salut, bienvenue dans le JM Show, nouvel épisode numéro... Je crois qu'on est à 38 ou 39 ou 40, je sais pas, je m'y perds. 38 il me semble. Salut à tous, épisode numéro 38 on va dire. Et on était en plein sur une discussion, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on discute avec Jérôme, sur le dernier podcast de Génération Do It Yourself avec Shubham Sharma qui parle d'automatisation. Et j'étais juste en train de dire à Jérôme que je l'avais écouté et que c'était fou. Enfin, d'automatisation, d'IA, de Notion. Notion qu'on utilise, nous, de plus en plus. Je sais pas pour toi, mais moi, j'essaie de l'intégrer. Dès que j'ai un nouveau truc en tête, je le mets dedans. Constamment. Pour de la gestion de projet, c'est hyper pratique pour partager des fichiers et tout. C'est vraiment très bien. Et on l'utilise dans la GM Academy aussi pour le dashboard des participants. C'est vraiment bien. C'est vraiment chouette, Notion. Le petit truc que j'ajouterais, idéalement, serait d'avoir un vrai tableur comme sur Excel. Mais c'est parce que je suis encore dans le mode utilisation des tableurs pour tout ce qu'on fait. Mais sinon, trop bien. Et du coup, je disais Shubham dans le podcast. Je dis Shubham comme si je le connaissais. Salut Shubham. Salut Shub. Si tu passes par là, on se voit quand tu veux. Il parle beaucoup d'automatisation. C'est entre l'IA, utiliser Mec, c'est un outil d'automatisation des sites internet, comme on va avoir nous grâce à Cédric, et de Notion. Et il dit, mais en fait, quand on y réfléchit, 95% des jobs de bureau aujourd'hui, il n'y a rien de productif, c'est du copier-coller. Les comptables, ils saisissent des factures dans des documents. Nous, on fait des présentations PowerPoint. Enfin, je dis nous, mais heureusement, on est en train d'en sortir. Mais t'as plein de trucs comme ça. Il te dit, mais on va révolutionner le monde. Et surtout le travail en entreprise. Je pense que faire des formations sur l'utilisation de ChatGPT dans ton quotidien, je pense que c'est un petit investissement qui va prendre, on va dire, un petit peu de temps, mais qui va t'en faire gagner énormément par la suite. Moi, tu vois, ce matin, encore tout con, j'ai fait ma pré-comptabilité pour la déclaration de TVA. Je pense que c'était l'une des dernières avant que j'ai l'assistante qui prenne le relais. J'ai pris mes relevés bancaires, je l'ai envoyé à ChatGPT, je lui ai dit identifie-moi les lignes, toutes les lignes négatives qu'il y a sur mon compte de façon à ce que je puisse associer tout ça à je sais pas, NJ, ce genre de choses. Et du coup, ça a pris 30 secondes. Au lieu de chercher tout le relevé bancaire, il m'a tout listé, tous les justificatifs qu'il fallait que j'associe en face de ça. Et ça a pris 30 secondes. Mais c'est vrai que on l'utilise de plus en plus. C'est vrai que nous, on l'utilise de plus en plus dans notre quotidien. Moi, je pense qu'on l'utilise à 0,01%. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand même. mais déjà, c'est trop bien. C'est un gain de temps de fou. C'est un gain de temps. Lui, il dit que Shubham Sharma, il dit qu'il est en train de sortir de l'habitude de faire des tableurs Excel, tu vois. Ah ouais, mais moi aussi. Hein. J'ai mes tableurs Excel, mes fichiers de calcul pour l'immobilier, du moins. Je les utilise plus. Je les utilise plus et maintenant, t'envoies toutes les informations et il te fait les calculs directs, il te fait tout. Franchement, c'est incroyable. Et tu vois, je suis en train d'écrire un guide complet sur la fiscalité pour la GM Academy. Et du coup, j'ai pas mal utilisé ChatGPT, notamment pour faire les tableaux de simulation et tout. Où avant, j'aurais passé des heures, tu configures, et tel impôt, et tel truc, ça fait ça. Là, tu lui dis, voilà, j'ai un appartement, il vaut tant et tant de loyer, tant de machin, tant de trucs, fais-moi une simulation avec tel ou tel ou tel critère. Il te sort 4 simulations en 3 secondes, tu les vérifies, elles sont parfaites. Putain, le gain de temps. Et à chaque fois, je me dis, mais comment on faisait avant, c'est incroyable. Comment on faisait ça, c'est sûr et certain. Le gain de temps est juste énormissime. Et il faut juste bien lui expliquer, lui poser qu'il te pose les bonnes questions et toi lui donner les bons éléments de réponse de façon à ce qu'il soit le plus précis possible parce que bien sûr si tu envoies juste une phrase et tu dis fais-moi un business plan sur ça mais tu donnes aucune data ça va être un peu flou mais plus t'es précis et plus il sera précis. Et j'entendais Yomi ce matin dans un podcast qui disait, pareil, Yomi comme si c'était un pote, frérot, et qui dit en gros quand il utilise ChatGPT sur des trucs un peu spécifiques, il écrit un premier prompt et il demande à ChatGPT d'améliorer le prompt en fonction de ce qu'il lui demande.
Et il dit, D'accord. du coup, avec ça, j'ai le prompt ultime à chaque fois, hyper calé, hyper précis. Ah, mais je pense que ça serait intéressant bien de faire une formation là-dessus. Mais il y a des trucs sur YouTube, des formations gratuites déjà dans un premier temps pour apprendre à utiliser ChatGPT dans son quotidien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi pour la réponse à leurs emails. J'ai jamais fait perso, mais des emails basiques, des trucs standards, tu peux très bien te faire avec ChatGPT. Donc, en gros, ça peut être, c'est pas ça peut, c'est une assistante à 20 € par mois, quoi. Réellement, Ouais, c'est ça, ChatGPT. c'est ouf. C'est Voilà, typiquement, dans les apparts qu'on vend à Sablé, on a des courriers parce que les locataires ne vont pas chercher les recommandés. Donc, tu sais, les courriers de renonciation du droit de préemption, il faut faire des courriers, signature électronique et tout. C'est pas très compliqué d'écrire un courrier. Mais en fait, moi, là, je prends le document que le notaire leur envoie par mail, je le fous dans le chat GPT, j'en mets 5 d'un coup, parce qu'il y a 5 apparts en même temps en vente. Je dis, voilà, sors-moi un courrier pour chaque locataire. Il me sort un courrier nickel qui explique tout, mon nom, mon adresse, le nom, l'adresse du locataire, le montant de loyer, le montant d'achat, la date, tout le truc. C'est incroyable et ça le sort en 12 secondes. Là où moi, ça m'aurait pris 15, 20, 30 minutes d'aller trouver les bonnes clauses, les bons trucs à mettre. Là, je copie-colle tous les PDF, il me le sort nickel, j'ai plus qu'à faire ma petite signature électronique après et c'est parfait. C'est un gain de temps énorme. Ça, c'est sûr que ça, pour l'instant, c'est notre plus bel investissement qu'on a fait en 2024. C'est l'abonnement à ChatGPT Pro. Ouais, il est indispensable. Et ouais, c'est vraiment indispensable. Pour des présentations, même, des fois, de temps en temps, pour des présentations, il m'aide pour reformuler, pour mettre des choses en place. C'est indispensable. C'est vraiment pour des compromis de vente. Bon, on en parlera à l'occasion parce que c'est vrai que moi, je lis plus aucun compromis de vente. C'est mon assistant ChatGPT qui lit le compromis de vente et je lui envoie une liste de choses à vérifier dans le compromis de vente, à identifier, à vérifier, à me dire qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il trouve un truc louche ou quoi que ce soit. Et pareil, en 12 secondes, il m'a tout ressorti, il m'a tout lu. Était tranquille. Et justement là-dessus, il parle dans le podcast, il parle beaucoup de ça, de l'analyse de documents. Ce qu'il fait pareil, Shubham Sharma, il analyse ses compromis comme ça. Je crois qu'il fait pas mal d'IMO là. Et il utilise Notebook LM, parce qu'apparemment ChatGPT, il y a quand même quelques petites erreurs. Bon, on le sait, hein, évidemment qu'il faut relire et tout. Mais il dit que Notebook LM, tu es sûr que quand tu lui mets un document, même de 500 pages, il a bien tout vu, tout traité. Et en fait, il ne va pas forcément rechercher l'information ailleurs. Et tu es sûr qu'il se base uniquement sur le document. Du coup, Ouais. je voulais le tester. Et c'est gratos en plus, donc c'est quand même pas mal. Et Pour apparemment, remédier à c'est ça, assez fou. moi je sais qu'à chaque fois, je lui demande à ChatGPT de m'indiquer quelle page, à quel numéro de page il a vu ce truc-là dans le document, par exemple. Au moins, ça permet de ressortir l'article directement du document et vraiment l'identifier pour être sûr qu'il n'a pas trouvé ailleurs et qu'il a vraiment trouvé dans le fichier en question. Mais ouais, c'est compromis de vente PLU aussi. PLU, moi je lis plus un PLU, Ouais, c'est mort. Mais franchement, c'est incroyable. À chaque fois que je l'utilise, je me dis, mais. Enfin, je sais pas, en fait, je me dis, mais c'est fou, quoi. La puissance du truc, elle est juste incroyable. C'est pour ça que des fois, quand il y a certaines personnes, vous allez demander, vous allez poser des questions peut-être lambda sur oui, comment je vais faire pour acheter ci, comment je vais faire pour acheter ça. Déjà, premier réflexe, prenez ChatGPT, posez-lui des questions, voyez comment il répond, et vous allez voir qu'il peut vous apporter énormément de réponses. C'est un truc de fou. Bon, bien sûr. Et l'abonnement devient, je trouve qu'il devient incontournable. Ah, c'est sûr. Au bout d'un moment, t'es Surtout limité. dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il devient incontournable. Le gain de temps est tellement fou d'avoir le calcul en illimité, ou quasiment illimité, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop, trop bien, ouais, carrément. Et moi, je lui Carrément, fais carrément. faire des trucs, enfin, aussi finalement pas si complexes, mais quand je vois le temps que je passerai sur Excel, genre, je lui fais faire des calculs. Ouais, si je crée une foncière, que je mets tant d'apports, que j'ai un investisseur qui en met plus, que je garde un bâtiment tant de temps à 8% de renta. En plus, je lui mets des trucs, tu sais, je lui explique pas. Je lui dis, j'achète à 8% de renta, je vends à 6 de taux de cap, et ci et ça, et l'ILC, machin. Ouais, il te sort ton tableau, parfait, nickel. Parfait. Et sur Excel, Il est bon, lui. Hein. il faudrait une après-midi pour avoir le tableau qui va bien, où tu te fais chier avec tes formules, avec tes tableurs et tout. Ah, c'est trop bien. Je suis un peu Bref, malade, donc de temps en temps, je mets le micro en off pour tousser. Donc si des fois j'oublie de mettre en off, je suis vraiment désolé d'avance. Je m'en La excuse bonne d'avance. grippe des familles, mon pauvre. J'ai t'as une pas de grippe chance. depuis une semaine, je souffre. Donc d'où aussi mon manque un peu d'énergie. Je préfère me justifier avant quoi que ce soit. Ouais. J'ai un petit manque d'énergie et je tousse un petit peu. En tout cas, le sujet du jour, ce n'est pas du tout l'IA, et on devrait peut-être Non. faire un podcast IA. Le sujet du jour, c'est, vous le savez, on est en ce moment en train de faire une série. Alors, il y a les hors-séries, comme on a eu avec Alexandre Lacharme, il y a 2 épisodes, je crois que c'est 2 épisodes avant celui-ci, mais on fait une série où on descend
étape par étape, tout le processus d'achat d'un bien et d'exploitation. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie hyper importante. La dernière fois, on a parlé de la visite, et là, on va parler de négociation. De négociation, exactement. Parce que dans l'achat d'un bien immobilier, comme on a pu énumérer jusqu'à présent par toutes les étapes qu'on a pu faire jusqu'à il y a le dernier épisode de comment réaliser une bonne visite, mais c'était la semaine dernière que vous avez dû l'écouter normalement. Il y a un point qui est hyper important, ça va être la négociation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est la négociation va vous permettre de pouvoir par la suite déléguer la plupart des travaux si vous avez bien négocié, de faire une bonne affaire si vous avez bien négocié. Et il y a des façons de négocier, il y a des techniques de négociation qui font que ça permet d'obtenir les meilleures conditions, que ce soit conditions au niveau du prix ou que ce soit conditions suspensives. Parce que on va y venir juste après. Quand on parle de négociation, il n'y a pas uniquement le prix dans la négociation, il y a aussi les conditions pour lesquelles vous allez acheter ce bien immobilier. C'est hyper important de le savoir. Ouais, et j'avoue que moi, la négociation, bah, enfin, tu me sais, ceux qui me connaissent le savent, c'est pas mon talent naturel, moi, de négocier. C'est le truc, c'est que négocier, en fait, il faut savoir se mettre certaines limites et il faut savoir dire non à une personne et lui expliquer et lui argumenter le fait que ben, moi, je dois acheter à tel prix. C'est un tempérament, je pense. Ouais. C'est vraiment un tempérament à avoir. Donc, en général, ouais, quand il y a de la négociation entre Mathieu et moi, c'est plutôt moi qui prend, Ouais, c'est sûr. qui prend le relais parce que je sais pas, je suis peut-être un peu plus ferme sur certaines choses et j'aime bien la négociation en fait. J'aime bien obtenir une négociation sans pour autant être non plus le marchand de tapis qui va essayer de tout gratter jusqu'à la dernière seconde. Mais je sais que il y a toujours besoin, là je parle surtout en marchand de biens, que ce soit par rapport au prix ou que ce soit par rapport aux conditions, pour obtenir la meilleure marge possible par la suite et aussi pour sécuriser mon projet, je vais devoir négocier certaines choses. Donc parfois, c'est on va dire, c'est hyper important et c'est même primordial d'avoir une C'est très bonne indispensable. négociation. C'est Mon indispensable. père a déjà construit un décathlon sur un terrain qui n'était pas à lui parce que ça devait le faire. Bah, il a construit le décathlon pour le plaisir. Ah oui. Le mec a récupéré le projet. La marge d'1 million d'euros, elle est tombée à moins de 100 000 euros. Alors, ce qui peut sembler énorme, mais ce qui n'a même pas payé les frais des salariés. Et je sais plus exactement le détail, c'était une vingtaine d'années, mais ça lui est arrivé une fois de construire sur un terrain où la promesse de vente n'était pas signée parce que tu sais, il s'était tapé dans la main et qu'il fallait avancer vite. Il s'est fait niquer à la fin, le décathlon. D'ailleurs, c'est le décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon, il me semble, pour être précis. Vous devez voir. En ce moment, on les voit pas mal aux infos, ils ont les pieds sous l'eau. Enfin, pas le décathlon, le Leclerc d'à côté. Mais il y a eu. Il dit faut être vraiment attentif à ces trucs-là. Mais moi, la négo, c'est pas un truc où je suis à l'aise de base. J'avoue, dans l'immobilier, ça va quand même vachement mieux. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est deux choses. C'est déjà de me dire qu'il y a plein de bons projets. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Tout à fait. J'avoue qu'au début, j'étais tout foufou sur le premier, mais au bout d'un moment, quand tu te rends compte que des immeubles, il y en a plein à vendre et que si tu n'achètes pas celui-là, il y en aura un autre. Déjà d'intégrer ça mentalement, moi, dans ma tête, de me dire c'est pas grave de rater une affaire, ça va bien se passer. Et le deuxième truc qui m'a aidé, c'est de me fixer la règle de valider quelque chose sur un fameux tableau Excel ou sur une simulation, me dire voilà, mes critères, c'est ça. Je sais pas, 10% de renta ou tant de loyer ou tel prix. Et en dessous de ça, on fait ce qu'on veut avec le vendeur. Je suis content d'aller à ce prix-là. Par contre, au-dessus, c'est mort, je peux pas y aller parce que ça rentre pas dans mes critères. Une fois que j'ai accepté, je me suis imposé ça. Ouais. Ça aide. C'est pour ça que c'est important, à partir du moment où vous avez votre projet, vous avez fait vos calculs, la prochaine chose à faire avant de partir en négociation, c'est OK. Moi, je dois acheter à quel prix minimum et à quel prix maximum de façon à pouvoir être rentable. Et en fonction de ça, déjà, vous avez déjà le montant plafond réellement que vous allez pouvoir atteindre. Et pareil, la même façon de faire pour la partie conditions. Pour que mon projet soit viable et je puisse aller au bout de mon projet, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme condition en face de ça? Il faut que j'ai un financement, il faut que j'ai une déclaration préalable acceptée, faut que j'ai revendu tel lot, par exemple, si je parle en marchand de biens. Et voilà, il faut vraiment mettre sur papier toutes les conditions, que ce soit prix plancher ou conditions suspensives. Et ensuite, vous rentrez en négociation de façon à pouvoir avoir les arguments et de pouvoir, si vous devez réaugmenter votre prix, vous avez des conditions à mettre en place, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas que c'est important, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que le prix qu'on négocie. C'est vraiment des conditions parce que
je parle surtout en tant que marchand, des fois certaines conditions sont plus intéressantes que réellement le prix. Moi j'ai pas mal de projets en ce moment. J'ai accepté pratiquement d'arriver au prix désiré du vendeur pour la simple et bonne raison que il a pu accepter mes conditions que j'avais mis en face. Et les conditions que j'ai mis en face font que ma marge en fait ne sera pas du tout atteinte. C'est hyper important de le prendre en considération. Du coup, pour entrer du coup dans la négociation, une fois que vous avez fait votre prix plancher, bas, haut, les conditions suspensives que vous avez en face de ça, il y a, on va dire, un minimum de choses à mettre en place et à demander lors d'une visite. Quand vous avez un agent immobilier ou un vendeur, vous avez certaines questions à poser dans un premier temps pour connaître la situation du vendeur et plein d'autres choses à savoir. Ouais, la première question enfin, il y a deux situations. Si vous visitez avec un agent immobilier, la première question que vous pouvez lui poser, si vous êtes tout seul avec lui, pas s'il y a le vendeur en plus, mais c'est déjà, ok, on visite ce bien-là aujourd'hui, il est comme ci, comme ça, mais à quel prix vous pensez que ça part aujourd'hui? Et franchement, quasiment systématiquement, le vendeur a dit, ouais, la marge de négo, c'est 30 000, ou 20 000, ou 10 000, ou il dit, non, c'est mort, ils ont déjà refusé une offre à 10 000 euros de moins, il n'y a pas de marge. Ce qui ne veut pas dire que vous ne ferez pas une offre. Mais c'est une question qu'il faut poser systématiquement à un agent immobilier. Après, C'est exactement. En fait, il y a la plupart des vendeurs, la mentalité qu'ils ont, c'est je vais mettre plus cher parce que je sais très bien que le potentiel acquéreur va négocier. Et en fait, ce prix plancher versus prix qui est affiché, l'agent immobilier est au courant. Et l'agent immobilier, sa volonté et son objectif, c'est quoi? C'est de vendre le bien immobilier. Donc, si vous allez directement à l'essentiel, vous mettez directement les pieds dans le plat, vous lui dites, écoute, à combien tu sais que le prix part, à combien le bien immobilier va partir, quel est le prix plancher réel pour le vendeur, il va vous, 90% des cas, il va vous dire réellement le montant. ouais, et ça marche quasiment tout le temps. Franchement, franchement là-dessus, ouais. moi, ça a marché hyper souvent. Ah ouais, carrément, ouais, tu poses la question et direct, c'est affiché à 200 et il te dit, ouais, je sais qu'à 170, ça part. Et autre technique d'ailleurs, moi, en général, le prix que me dit l'agent immobilier, j'enlève toujours 10-15 000 euros parce que je sais qu'il ne me donne jamais le vrai prix. En général, il donne toujours un prix au-dessus du prix que le vendeur veut réellement, tu vois. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps. Pour donner un exemple, j'avais un bien qui était affiché à 605 000 euros. Je l'achète à 405 000 euros, quand même, négociation de 200 000 euros. L'agence me dit qu'il était prêt à le faire partir à, je sais même plus, j'ai même pas envie de dire des conneries, mais à 520 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et on est arrivé à 405 000 euros. Donc en fait, entre ce que l'agence va vous dire, elle va vous faire baisser le prix, ça c'est sûr. Donc vous fixez-vous sur ce prix plancher maintenant versus le prix qui est affiché. Et après, vous enlevez encore 10-15 000 euros facilement du prix qui a été annoncé parce que réellement, elle va jamais vous donner de suite le prix que le vendeur il veut parce qu'elle sait très bien qu'il y a encore peut-être moyen de négocier un petit peu s'il y a encore une petite marge. Donc là, tu viens de nous dire en toute détente que tu as fait passer une négo de 200 000 euros sur un bien sans problème, c'est ça? Exactement. Moi, c'est après un mois et demi. Hein. Ça, sans problème, c'est après un mois et demi. D'ailleurs, il en est où ce projet-là? Je signe dans une semaine, le compromis. C'est bon ça. C'est après un mois et demi. Ça va être... Bon, pour être complètement honnête, le bien était trop cher par rapport à son prix. Donc déjà, 600 000 euros de le baisser, c'est pas trop compliqué en soi parce qu'il était trop cher. Mais ça vaut... ça vaut 520, 530, oui, ça les vaut en tout cas. Et on est arrivé à 405 parce que, en fait, il y avait des problématiques sur le bien qui font que moi, j'ai réussi à résoudre ces problèmes-là au fur et à mesure du temps. Donc, sauf que le propriétaire, il n'a pas conscience de tout ça. Mais ça a été une négociation qui a duré un mois et demi facilement. Ouais. Petit à petit, on est arrivé. Moi, j'avais fait plus bas que ça. À la base, j'avais fait une proposition à 350 000. Hein. Donc, je suis remonté à 50, j'ai remonté de 55 000 euros mon prix, mais en face de ça, j'ai des conditions qui sont, mais en tant que marchand, pour les marchands qui m'écoutent, j'ai 8 mois entre le compromis et l'acte authentique, j'ai de la vente à terme, j'ai de la pré-commercialisation, j'ai de la déclaration préalable, j'ai des conditions de fou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on va dire, pratiquement tous les vendeurs sans vraiment d'expérience dans l'immobilier, ce qu'ils vont regarder, c'est le prix. Ils vont rarement regarder les conditions. Donc, à partir du moment où vous augmentez le prix et que vous rajoutez des conditions, moi, je fais ça tout le temps maintenant, ils ne regardent jamais les conditions. Ils ne regardent jamais les conditions qui sont affichées parce que le premier truc qui leur attire l'œil, c'est le prix. Ils ne regardent que le prix. C'est un truc de fou. Donc là, c'est comme ça qu'en tant que promoteur, on fait des offres plus chères.
mais on fait passer des conditions de ma boule, de la Exactement. pré-commercialisation, des autorisations de construire, c'est normal, mais genre les pré-commercialisations qui durent 2 voire 3 ans, parce qu'en fait, on offre 500 000 € de plus à un truc qui en valait déjà 2 millions C'est ça. et ça passe comme ça. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui se retrouvent le bec dans l'eau en ce moment, parce que les promoteurs arrivent pas à vendre et sortent de leur Ils compromis sortent de leur compromis, ouais. parce que, en fait, il y a des conditions de folie. Alors oui, ils auraient vendu plus cher, mais ça va prendre 3 ou 4 ans. Bah, c'est ça, Je trouve ça ça va fou. prendre du temps et les vendeurs ne regardent pas. Moi, les 2 dernières offres qui ont été négociées, qui ont été signées par le vendeur, je te jure, quand je les ai envoyées, j'y croyais pas et quand on m'a dit: «C'est accepté», je dis: «Ah mais c'est pas possible, ils lisent pas les conditions les mecs». Sauf que maintenant mon Ouais, notaire ils comprennent pas. il est hyper content parce qu'avant j'envoyais le notaire au charbon réellement. Je mettais pas du tout les conditions dessus et c'est le jour du compromis que je disais: «Ah mais moi je veux ça» et là c'était la merde. Donc maintenant, réellement, le vendeur ne peut rien dire parce qu'il a signé l'offre. C'est écrit noir sur blanc que moi j'achetais à condition que. Donc en soi, moi j'étais complètement transparent, j'y peux rien si le vendeur ne lit pas et il est attiré uniquement par le prix. Mais gardez bien dans sa tête que il n'y a pas que le prix, il y a aussi les conditions que vous négociez en face. Des fois, il y a des conditions qui sont juste énormissimes. Donc peut-être que tu vas accepter de mettre 50 000 € de plus, mais ta marge elle va sûrement augmenter pour telle ou telle raison, quoi. Donc c'est exactement comme disait Mathieu, c'est comme les promoteurs, hein, ils proposent plus, mais ils ont tout un panel de conditions en face de ça. Ouais. On a une liste de conditions, elles sont abusées. On sait qu'on peut sortir systématiquement d'un compromis sans trop de problèmes. D'une Ouais, promesse de vente même, c'est même pas un compromis, c'est une promesse. c'est une promesse, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Donc Petite subtilité qu'on vous expliquera un jour, qui est expliquée dans la JM Academy d'ailleurs. Je profite de cette mauvaise transition pour vous dire qu'on remet des dispos sur le calendrier pour prendre rendez-vous avec moi ou avec Jérôme pour échanger de vos projets immobiliers, de ce que vous voulez faire dans l'avenir et de comment la JM Academy peut vous accompagner. Et d'ailleurs, avant même d'avoir parlé de la prochaine session de la JM Academy, elle est quasiment pleine. Il reste ouais. quelques places si ça vous dit. Rejoignez-nous. On va peut-être ouvrir une autre session d'ailleurs, on en parlait avec Mathieu parce que réellement, on s'attendait pas à remplir cette session-là sans vraiment communiquer dessus. Bon, on a communiqué un petit peu comme ça via les podcasts. Mathieu a fait beaucoup d'appels en one-one et tout. Mais on n'a pas lancé une ouverture officielle encore. Et il reste quoi? Une place, je crois, si je dis pas de bêtises. Il doit rester une place Ouais, c'est ça. pour la prochaine session. Donc, on va probablement ouvrir une autre session de 10 places parce que on a été, même nous, surpris de cette réussite-là. Franchement, on est trop contents. Donc, merci à En vous de nous plus, faire confiance. En ouais, tout cas. ça nous fait vraiment plaisir et tous ceux qui rejoignent, vous n'allez pas être déçus. Je pense que vous êtes. Il va falloir accrocher vos ceintures. Ouais, carrément. Et on est hyper motivés. On est là pour vous aider avec Mathieu, pour vous aider à franchir un cap, franchir un step. Pour ceux qui ont déjà investi, de continuer d'investir encore plus fort dans l'immobilier ou de devenir marchand de biens. Et pour ceux qui n'en ont jamais investi, d'acheter votre premier bien avec nous. Donc surtout, si vous êtes intéressé, pensez à soit nous contacter, soit prendre un rendez-vous directement dans le lien que vous avez dans la description. Et ça sera avec grand plaisir qu'on échangera là-dessus avec vous. Et d'ailleurs, on dit ça, mais le podcast va sortir dans plus de 15 jours. Donc, à tous les coups, ce sera plein. Mais on ouvrira une session pour après. Donc, ne traînez pas. Ne prenez pas, tout à fait. Autre point très important à aborder quand vous êtes avec les vendeurs ou avec l'agent immobilier, enfin, c'est pas un point à aborder, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est pourquoi ils vendent. Est-ce qu'ils vendent pour acheter une nouvelle maison? Est-ce que c'est un divorce qui se passe mal et il faut vendre rapidement? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que la vente a lieu depuis longtemps ou pas? Il faut absolument que vous compreniez tout ça. Donc l'agent immobilier pourra vous le dire très bien, le vendeur pourra vous le dire aussi. Et c'est un peu malheureux à dire, mais les situations les plus catastrophiques, c'est en général là où vous faites les meilleures affaires. Ça Le but, crée c'est de pas de l'urgence, en profiter de fait. la. Ouais, C'est c'est ça. ça. Le but, Ça c'est de crée pas de profiter de la l'urgence. malheur des gens, mais dans l'urgence, quand il faut vendre un bien très vite parce que dans 2 mois, on a absolument besoin de payer telle ou telle chose, ça arrive tous les jours, et que vous arrivez tel le Messie à ce moment-là, vous pouvez faire passer les choses que les gens n'accepteraient pas. C'est ça. Donc c'est vraiment important de connaître réellement la situation du vendeur parce que, comme le disait Mathieu, ils ont peut-être un besoin urgent d'argent, sa mutation, héritage, divorce, ça peut être succession. Si jamais il y a une succession, il y a probablement des frais de succession qui arrivent peut-être prochainement. Savoir c'est sous 6 mois, si je dis pas de bêtises, qu'on paye les frais de succession. Donc Quelque chose du genre. Ouais. si jamais vous voyez que le bien est en vente depuis 4 mois et que c'est une succession, sachez qu'il commence à flipper un petit peu parce qu'il va y avoir des frais de succession qui vont arriver. Et du coup, ils ont peut-être possibilité de baisser le prix.
Et l'avantage de savoir réellement la situation, c'est que si jamais ils sont 4 propriétaires, imaginons, vous baissez de 10 000 euros votre offre d'achat, et bien en fait, les 10 000 euros, ils sont divisés par 4. C'est pas une seule personne qui va baisser de 10 000 euros. Donc en soi, l'impact réel sur une seule personne est beaucoup moins flagrant et beaucoup moins, on va dire en termes de finances, impactant pour lui. Donc ils auront beaucoup plus tendance à accepter. Donc c'est vraiment important de connaître sa situation, la situation du vendeur. Peut-être qu'ils sont pressés, peut-être qu'ils ont besoin d'argent de suite, peut-être qu'ils ont besoin de partir pour un nouveau projet. Et donc ça crée l'urgence. Et cette urgence-là qui va être créée fait que ils sont probablement prêts à accepter une offre qui va être beaucoup plus basse que le prix qui est affiché actuellement. Donc ça, c'est hyper important de le prendre en considération. Ouais, c'est indispensable de savoir ça. Pour le savoir, vous demandez soit à l'agent immobilier, soit au vendeur. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils vendent, pourquoi est-ce que vous vendez. Et en général, vous aurez une réponse assez précise. Évidemment, mettez les formes, hein, quand vous demandez. On va pas vous faire un cours de communication. Il faut arranger tout ça dans un beau papier cadeau. Mais vous le saurez si vous posez la question. Et il faut bien intégrer quand vous avez un agent immobilier aussi, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est pas du tout un ennemi qui vous prend des frais, c'est plutôt un allié sur lequel vous pouvez vous appuyer. Lui, l'agent immobilier, il a une priorité, c'est que la vente, elle se fasse rapidement. Donc si vous lui faites comprendre qu'avec vous, ça va être rapide, ça va être sérieux, et ça va réagir vite quand il y a des questions, il sera ravi de bosser avec vous, il sera ravi de vous aider à faire baisser le prix. Et de mon expérience, l'agent immobilier, il est presque plus allié de l'acheteur, enfin du prochain acheteur, que du vendeur. Ouais. Parce que oui, il est commissionné sur le prix de la vente, mais entre une vente à 250 000 qui arrive dans 2 ans ou une vente à 200 000 qui arrive la semaine prochaine, lui, il préfère prendre sa commission rapidement. Donc, il s'en fiche un peu du prix de vente, quoi. Tout à fait, il y a ça aussi qui rentre en compte, hein. Si vous avez une situation financière qui est hyper confortable, peut-être que, je sais pas, pour une raison X ou Y, vous faites pas appel aux banques et vous êtes en paiement comptant. Si c'est pour du locatif, on vous le déconseille fortement, mais si c'est pour du marchand, sachez que ça a un impact fort sur votre négociation. Parce que si vous faites comprendre au vendeur que toi, tu es en paiement comptant, tu as pas de conditions de financement et que dans 3 mois, vous avez l'argent sur votre compte, sachez que le vendeur, il est probablement prêt à baisser de 15, 20 ou 30% son prix pour avoir l'argent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que essayer de comprendre réellement quelle est sa situation à lui, quelle est la situation du vendeur. Est-ce qu'il est prêt à avoir de l'argent rapidement? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il n'est pas pressé? Est-ce qu'il est tout seul sur ce bien-là? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que ça a été une succession? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que voilà, vraiment comprendre réellement la situation parce que ça peut découler sur une forte négociation par la suite. Et peut-être que les gens qui sont en concurrence avec vous sur l'achat de ce bien, mais n'ont pas posé ces questions-là. Et du coup, on proposait des offres qui étaient ou vont proposer des offres qui sont bien trop hautes par rapport à réellement le plafond qu'ils sont fixés. Hyper important de prendre en considération cela. Ouais, ensuite, quand vous visitez, si vous êtes notamment... Alors, avec l'agent immobilier, vous pouvez vous lâcher facilement, mais si vous êtes vraiment avec le vendeur, il faut pas user du tout la technique de défoncer le bien en disant que c'est de la merde et qu'il faut le refaire entièrement, parce que ça se trouve, vous êtes dans le bien de sa grand-mère où le mec, il a passé toutes ses vacances, que lui dire que vous allez casser la cuisine, ça lui fend le cœur. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est un jeu assez subtil. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire avec l'agent immobilier, ce qui fait un peu rôle de médiateur. C'est le médiateur du GIGN, tu vois. C'est toujours plus simple. Moi, je trouve, je négocie toujours mieux, en général, quand il y a une agence entre les deux. Parce que le particulier, on va dire lambda, est très compliqué parce que déjà, il n'a pas connaissance du marché réellement. Donc, quand tu vas lui faire essayer de baisser son offre, pour lui, son bien, ça vaut une mine d'or, donc il ne comprend pas. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est hyper avantageux pour nous lorsqu'il y a une agence entre les deux parties. Parce que le particulier est toujours un peu plus rassuré du fait qu'il y a un agent immobilier. Il se dit, c'est un professionnel. Donc, s'il me dit que cette offre est viable par rapport à mon bien, il y a plus tendance à accepter l'offre qui a été rabaissée. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je voulais dire un autre truc sur les particuliers, mais ça m'est sorti de la tête. J'ai écouté ce que tu disais avec trop d'attention. Mais tout à fait. Donc, la négociation, en fait, c'est déjà, c'est apprenez à connaître vraiment la personne. Il y a vraiment quelque chose à créer avec que ce soit l'agent immobilier ou que ce soit le particulier, parce que la négociation, elle va être importante aussi parce qu'il faut réellement avoir un bon contact avec l'agent immobilier. Donc, quand vous allez rencontrer l'agent immobilier, essayez de créer un feeling, essayez de créer quelque chose, parce que si jamais vous êtes plusieurs sur l'opération,
il faut réellement que ça soit votre offre à vous qu'il ait envie de négocier au maximum, qu'il ait envie de faire passer au maximum, parce que si jamais vous êtes 10 dessus, comment je vais essayer de passer devant les autres, en créant ce feeling, en essayant de s'intéresser à l'agent immobilier, s'intéresser aux vendeurs, s'intéresser vraiment à tout ça. Intéressez-vous aux gens, c'est hyper important. Discutez, écoutez. La base de la négociation, c'est un truc qui est vraiment important, c'est d'écouter la personne en face de soi. C'est vraiment réellement la base. C'est théoriquement 80% du temps, il faudrait laisser parler et les écouter réellement pour d'être vraiment une oreille pour eux. Et c'est là où la négociation elle commence réellement. Ah, ça marche hyper bien, ça, parce que quand tu laisses les gens parler, on va dire 80% du temps, à la fin, ils disent ah, Mathieu, il est hyper sympa, il écoute trop et tout, c'est cool, il s'intéresse. Ce qui est globalement vrai, mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais dans la tête des gens, intellectuellement, c'est ce qu'ils se disent. Et il y a un livre qui est très bien pour ça, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est franchement un des livres qui m'a le plus retourné la tête avec la semaine de 4 heures. Et il y a des trucs que je crois que je l'ai, tu vois, je l'ai là sur mon bureau. Il y a des trucs que j'utilise encore, tu vois, sur de la résolution de conflits et autres, des trucs, mais tout pété, genre vraiment des trucs tout bêtes. Et ça marche hyper bien. Et il y a des petits tips à prendre. Il faudrait que je leur lise d'ailleurs. Mais il y a des petits tips à prendre qui vont vous aider là-dedans dans les négos. Et le feeling que vous avez avec les gens est hyper important. C'est un peu un talent qu'on a, nous, en famille, où mon père est très comme ça. Moi, je le suis un peu aussi. C'est de discuter avec les gens, prendre le temps, s'intéresser, faire ami-ami, comprendre leurs problèmes, voir comment on pourrait les aider et tout. C'est pas des adversaires, c'est des gens qu'on a envie d'aider. Alors on a envie de gagner de l'argent aussi sur leur projet, mais quand vous nouez de bonnes relations, ça change tout, quoi. Ça facilite réellement. On va peut-être avoir un projet de marchand dans Nantes où il y a la terre entière est passée dessus, mais le feeling que mon père a eu avec le temps qu'il a pris d'expliquer, de faire plein de choses, les gens disent ah ouais, personne n'a jamais fait ça. Du coup, c'est vrai que on aimerait bien peut-être bosser avec vous, quoi. Ça veut pas dire qu'on aura le projet, mais il y a des chances que ça aide. Et il y a plein de situations où ça aide. Ça aide énormément. Intéressez-vous réellement à la personne. C'est pas juste on parle pas juste d'un point de vue comptable. C'est pas voilà, je fais une offre et puis basta. C'est toujours pareil aussi. Envoyez pas une offre par SMS à l'arrache ou alors sur un petit bout de papier et puis démerde-toi. Non. Tu vois l'agent immobilier, tu le rencontres, tu discutes avec lui, tu présentes réellement ton offre et tu argumentes ton offre par plusieurs raisons. Et si tu as vraiment fait toutes ces étapes-là qu'on a pu identifier précédemment, tu t'es aussi intéressé énormément à l'agent immobilier ou au vendeur, tu passeras en priorité. Moi, j'ai eu le cas sur un projet de marchand que j'ai actuellement. C'est un petit projet, c'est pas un gros projet. J'achète 92 000 euros, affiché à 105. Réellement, à 105 000 euros, c'était intéressant, le truc. Mais j'ai eu tellement un bon feeling avec l'agent immobilier, on a trouvé tellement de points communs, qu'il a préféré négocier et faire passer mon offre que faire passer des offres de personnes dont il n'avait aucun feeling, mais qui étaient beaucoup plus élevées, parce qu'il me fait beaucoup plus confiance que les autres. Donc il se dit, je préfère que l'offre soit négociée de peut-être 10 000 euros, mais au moins j'ai beaucoup plus confiance en cette personne-là qu'une personne qui va me proposer 10 000 balles de plus, mais qui m'envoie un petit message à la con en disant, je te fais une offre à 105 000 euros. Donc c'est vraiment l'humain qui est à prendre en considération et à mettre en évidence, et surtout écouter les gens quand vous discutez avec eux. Laissez-les parler, écoutez-les et intéressez-vous à eux. C'est hyper important. Et un point qui est absolument essentiel pour vous éviter un gros carton rouge avec les agents immobiliers, on ne négocie jamais de notre fait les frais d'agence. On ne dit jamais à un agent, ouais, le bien il est à 100 000, vous avez 5 000 euros de frais. Si ça vous dirait pas de couper les frais en deux, comme ça, ça passe, tu vois. Non, jamais ça, il faut surtout pas le faire. Il faut dire à l'agent, non, mais nous, on veut que tu sois payé, tes frais, c'est important, il faut qu'on s'arrange avec le vendeur. Et souvent, il va vous répondre, ok, moi, je vais faire un effort de 1000 balles sur mes frais et ça va passer. Mais ça doit jamais venir de vous. Si vous l'attaquez en disant, ce serait bien de faire un effort sur les frais, vous êtes trop cher, vous êtes sûr que le mec, il vous rappellera jamais. Bah non, ou alors ça va peut-être marcher une fois, mais il vous rappellera pas la deuxième fois, c'est sûr et certain. Il va se dire, putain, le gars, il m'a négocié mes frais, alors que le truc, il aurait pu partir beaucoup plus chaud, beaucoup plus cher. Un prix beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est vraiment le dernier truc à essayer de faire, de vouloir négocier les frais des agents immobiliers. On vous l'accorde, certains agents immobiliers ne méritent pas réellement les honoraires qu'ils prennent en considération. Mais si jamais il vous amène une opération, c'est grâce à lui que vous avez l'opération. Donc, donnez-lui un billet. En tout cas, en tant que marchand bien, sachez que c'est hyper important de valoriser l'agent immobilier. Si jamais vous avez une opération, surtout, tu négocies pas ses frais. Surtout si tu as de la préco par la suite, tu lui redonnes à la vente tous les biens immobiliers de façon à ce qu'il reprenne un partenaire. C'est réellement un partenaire, c'est comme le banquier, c'est ce qu'on a dit.
qui reprennent un petit billet sur la revente des biens immobiliers. Bon, bien sûr, c'est un argument de négociation en tant que marchand de biens que tout le monde fait. Donc maintenant, c'est pas ça qui va vraiment te différencier des autres. Mais voilà, c'est important de pouvoir le répéter, de pouvoir le redire de temps en temps, de dire voilà, à partir du moment où je remets en vente, bien évidemment, tu le reprends à la vente, tu reprends ton petit billet dessus. Après, dans les petites techniques de Loubar, il y en a une qui est vraiment très gentille, c'est au lieu de faire une offre d'achat avec un prix net vendeur, vous faites une offre d'achat avec un prix frais d'agence inclus. Je sais que quand j'avais débuté, il y a une agence qui m'avait expliqué ça, elle me dit, bon, bah, ça nous fait chier, mais au moins quand tu fais ça, les frais d'agence sont inclus dans les 105 000 que tu vises, et après, c'est l'agent avec le vendeur qui va peut-être se dire, bon, bah, vous prenez 102 000, moi je prends 3 000 au lieu des 5 000 de frais, et puis ça passe comme ça. Ça peut un peu agacer les agents immobiliers, mais c'est un petit truc qui marche. Et Ouais, après, si tu précises pas, ouais. si on rentre vraiment dans les grosses techniques de Loubar, il y en a une qui est marrante que certains auraient déjà utilisée. Nous, d'ailleurs, on l'a fait pas mal en promo. C'est d'envoyer un copain faire une offre où vous visez un bien à 100 000, vous envoyez un pote faire une offre à 70, un deuxième faire une offre à 80. Donc le mec, vous le mettez minable avant le week-end, et puis vous arrivez le lundi et vous faites une offre à 100 000 et vous arrivez comme le Messi, parce qu'en fait, vous êtes une fois et demie au-dessus du prix des autres. Et c'est un vrai truc qui peut fonctionner. Personnellement, je le fais encore. L'offre que j'ai eue à 405 sur le bien affiché à 600, la première offre à 350, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est mon associé, c'est l'associé avec qui je fais le projet d'ailleurs, qui est venu, qui a fracassé le bien, qui a fait une offre hyper basse, et moi je suis revenu en tant que sauveur. Et j'ai proposé une offre plus élevée, et puis après, petit à petit, on est monté. Mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est une technique comme une autre. Hein. Si vous êtes plusieurs associés, n'hésitez pas à faire passer tous les associés. Vous mettez une offre assez basse et vous remontez petit à petit. Après, en soi, le but, c'est quoi ? Le but, c'est de satisfaire un vendeur, de satisfaire un agent immobilier, que vous soyez satisfait et que ça puisse rentrer dans la rentabilité souhaitée. Donc, c'est largement faisable, ouais. Mais il faut essayer d'utiliser tout ce que vous pouvez. Mais voilà, le critère numéro 1, c'est l'humain. Je sais que moi, en premier abord et première rencontre avec certains agents immobiliers, en général, je passe souvent bien. J'ai un bon feeling avec eux, et ce qui me permet d'avoir une bonne négociation. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon contact dès la première visite. Montrer que vous êtes professionnel, montrer que vous n'êtes pas un petit charlatan qui vient de se réveiller du jour au lendemain pour devenir marchand de biens ou investisseur immobilier, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez ce que vous voulez faire du projet, montrer que vous êtes professionnel, et ça va réellement rassurer l'agent immobilier, et ça va réellement lui donner la volonté de vouloir défendre votre dossier. Hyper important. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc Si, voilà. le truc après essentiel, mettons qu'on a dit tout ça, la base de la base, c'est de faire des offres, parce qu'il y a tellement de gens qui visitent et qui disent ouais, mais l'agent m'a dit que ça partirait pas moins cher, donc je fais pas d'offre. Ah non, c'est complètement con. Il faut systématiquement une visite, une offre, sauf si vraiment carton rouge, je sais pas, il y a un aéroport au bout ou l'immeuble est en train de s'effondrer et vous ne voulez pas. Il y a toujours un prix où vous êtes content d'acheter, donc faites une offre. Au pire, ils disent non, et je veux dire, c'est pas un problème. Mais si vous ne faites pas d'offre, vous ne saurez jamais. Exactement. Il n'y a pas de j'ai peur de braquer le vendeur, j'ai peur de braquer l'agent immobilier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est oui, si tu fais une offre à l'arrache, comme je disais tout à l'heure, par téléphone ou par SMS, vite fait, bien fait, oui, peut-être que tu vas le braquer. Mais si tu l'appelles, tu lui expliques la situation, tu argumentes le fait que ton offre, elle est plus basse parce que toi, tu as prévu de faire ça, donc ça coûte tant. Toi, tu as une marge de temps à respecter. Toi, tu as un financement qui doit être mis en place, et ta banque, elle te suit que si tu as une rentabilité de temps. Voilà, il y a des choses à expliquer, à mettre en évidence, et savoir justifier et argumenter votre offre qui est peut-être basse, mais savoir l'argumenter et la justifier. Donc, faites des offres, comme disait Mathieu, même si elle est basse. Ne vous dites pas, n'ayez pas un point de blocage en vous disant elle est trop basse, je vais pas la faire. Non, vous y allez, vous présentez votre offre, vous argumentez, et puis c'est pas très grave. Au pire des cas, vous allez avoir une contre-proposition. Au pire des cas, vous allez pouvoir remonter votre offre. Vous allez pouvoir. L'idée, c'est quoi ? De faire une première offre, c'est de rentrer en discussion avec un vendeur. En gros, c'est vous ouvrez le champ à la discussion, vous voyez comment il réagit, vous voyez comment il est réellement quelle est sa position sur le montant et sur le prix qui est affiché du bien immobilier, et ça vous permet d'avoir un petit retour. Parce que si réellement tu fais une offre, tu n'as pas assez négocié, enfin moi personnellement c'est comme ça que je le ressens, et que tu as un oui sur ta première offre,
Moi, pour moi, la négociation est mauvaise. La négociation n'est pas bien. Si tu as un oui sur ta première offre, c'est ta négociation n'est pas bien faite. Elle a mal été faite, elle a mal été négociée. T'as pas tapé assez bas et c'est réellement pas comme ça qu'il faut. C'est ta première offre, t'es obligé d'avoir un non. Si on te met un oui d'entrée, c'est que t'as pas tapé assez bas. Ouais, tu vois, c'est là où ma limite, moi je suis pas encore assez à l'aise avec ça. Ou Mm. si je fais une première offre et que j'ai un oui direct, où je me dis, ah bon, bah, enfin, je suis content quand même, tu vois. Ouais, moi je suis dégoûté. Moi je sais que j'ai une opération de marchand actuellement affichée à 340, j'ai fait une offre à 270, donc j'ai quand même baissé de 70 000 euros. Et j'ai eu un oui direct. Mais je peux te dire, quand l'agent immobilier m'a dit Jérôme, c'est oui, j'étais dégoûté. J'étais Je m'en souviens. dégoûté. Je pense que tu faisais la gueule. J'étais littéralement dégoûté parce que moi, c'est pas dans mon habitude d'avoir un oui de suite. En général, moi, l'offre que je fais, la première offre que je fais, c'est pour ouvrir la discussion. Ok, je vous fais une offre, elle est peut-être basse, mais voilà, maintenant l'idée c'est on rentre en égo, on va discuter ensemble et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui actuellement, vous avez beaucoup plus de temps de négociation. Vous avez le temps à la réflexion, vous avez le temps à la négociation. Moi, j'ai des négociations, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont pris 1 mois et demi. À la fin, on est hyper content. On est tombé OK sur des chiffres qui nous plaisent à tous les deux, qui nous vont à tous les deux. Mais ça a pris du temps. Et c'est la situation actuelle qui fait que ça peut prendre du temps. Ouais, et pour contrebalancer ça, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais je pense surtout à l'année 2022, il y avait quand même des situations où l'affaire était bonne en l'état et il faut pas non plus tomber dans le coup inverse de dire moi j'achète pas sans négocier, c'est mort. Bien sûr. Non, si l'affaire elle est déjà bonne, qu'il y a de la marge, que vous avez vos 20% de renta en marchand ou 10% de renta en locatif, au bout d'un moment, il faut aussi y aller. Ce serait trop bête de rater une bonne affaire sous prétexte qu'on a voulu réduire le prix de 5 000 euros sur 200 000. La maison de Talence, on l'a acheté au prix. On en est très content. Le marché s'est retourné un peu depuis, donc on va faire une moins bonne vente que prévu. Mais j'ai envie de dire, et alors Ça fait partie du jeu. C'est normal. Ça fait partie du jeu, mais au moins on l'a acheté tout de suite au bon prix et on n'a pas pris le risque que quelqu'un arrive 2 heures après pour nous la sucrer au prix, quoi. Tout à fait. Si vous avez des biens, quand c'est sur les sites d'annonce, honnêtement, d'acheter au prix, c'est très rare parce qu'en général, c'est passé par le carnet d'adresse des agents immobiliers. Donc, si ça avait été vraiment une bonne affaire au prix, ça serait parti. Mais si c'est du off-market, moi, ça m'est arrivé régulièrement, le off-market, de l'acheter au prix parce que il y a des fois, il y a des urgences qui sont créées. Il y a l'agent immobilier qui voit qu'il y a une urgence, donc il met un prix, on va pas dire bas, mais il met un prix qui est attractif. Parce que malgré qu'aujourd'hui, on soit dans un temps de crise où il y a des complications de revente de biens immobiliers, à partir du moment où vous vendez une bonne affaire, ça partira en fait. On en parlait encore. Moi, j'étais à un événement ce week-end. J'ai passé plusieurs jours sur des événements immobiliers, dont du marchand. À partir du moment où tu vends quelque chose qui est intéressant et qui est rentable, que ce soit du locatif ou que ce soit pour quelqu'un qui veut un primo-accédant, qui veut acheter un terrain ou qui veut acheter un bien immobilier, si tu vends quelque chose qui est à 15 à 20% en dessous du prix du marché, t'as beau être en crise, ça partira. Donc tout est une question de prix, réellement. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en tête, en considération. On t'entend pas, Mathieu. Ah bah oui, j'avais coupé mon micro. Tu l'avais coupé son micro. C'est le chien qui aboie souvent, du coup, je suis prudent. On le voit d'ailleurs derrière moi, là, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont la belle vie, eux. Et je veux dire, en ce moment, intégrez bien que le marché est quand même super calme. Donc, c'est un marché d'acheteurs, du coup. Ça veut dire qu'en tant qu'acheteur, vous avez le temps de faire des offres, de négocier, d'étudier, et vous n'avez pas besoin de vous précipiter. En 2022 ou fin 2021, nous, on a acheté un appart avec Roxane, il fallait se positionner dans la journée, sinon, en fait, il partait à la visite suivante. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le Tout cas. cool là-dessus. Vous avez plus le temps. Donc, c'est le moment d'acheter de l'immobilier, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, prenez le temps de négociation, fixez-vous le plafond réellement de prix que vous voulez. Et tant que vous n'avez pas atteint ce plafond-là, continuez de négocier petit à petit. Juste pour revenir un petit peu sur les choses du coup qu'on peut négocier lors d'une négociation, donc il y a le prix, c'est ce qu'on disait, et il y a aussi les conditions. Quand je dis les conditions, parce qu'en face d'un achat immobilier, vous avez des conditions suspensives qui sont liées à l'achat de votre bien immobilier. Qu'est-ce que c'est une condition suspensive? C'est j'achète à condition que toutes ces conditions soient bien validées et confirmées. Donc tu peux avoir une déclaration préalable, tu peux avoir une condition de financement, tu peux avoir du délai. Donc entre ton compromis et ton acte authentique, peut-être que tu as besoin de 8 mois. Donc tu peux très bien négocier de la durée
plutôt que négocier un prix. Parce que si jamais, toi, ton but en tant que marchand de biens, c'est de revendre le bien immobilier, ben, si au lieu de dire, ben, moi, je veux pas, au lieu de baisser de 15 000 € ton prix, tu négocies peut-être 3 ou 4 mois de plus sur ton compromis de vente, qui vont peut-être te permettre de le vendre entre ton compromis et ton acte authentique, eh ben, ces 15 000 € de plus, de les mettre, ben, tu t'en fiches un petit peu. Parce que tu auras effacé ces 15 000 € par l'intermédiaire de la vente que tu auras fait entre l'acte et le compromis et l'acte authentique, pardon. Donc, ça veut dire que le jour de l'acte authentique, tu vas pouvoir revendre le bien immobilier et donc tu auras des frais financiers qui seront beaucoup plus faibles que ce que tu aurais pu avoir. Et donc, tu vas effacer ces 15 000 € de plus que tu auras pu donner. Donc, voilà un peu il y a beaucoup de choses tous ces éléments-là à prendre en compte. Il y a le dépôt de garantie que tu peux essayer de pas mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en tête? Dépôt de garantie, Bah, déclaration il y a préalable, permis de tout, construire. ouais, tout ce qui est autorisation. Et là c'est même plus de la négo, mais c'est vraiment du bon sens. Ne prenez jamais un risque inconsidéré sur un projet en vous disant bah, l'autorisation, le permis de construire, c'est sûr, on l'aura. Donc on ne le met pas dans les conditions suspensives. Parce que le vendeur vous bourre un peu le mot en disant ouais, mais non, c'est bon, c'est sûr, vous l'aurez. Non, non, ça jamais. C'est-à-dire qu'il faut être intransigeant que le compromis que vous allez signer ou la promesse de vente soit signé dans un état qui vous permet de faire votre projet quoi qu'il arrive. C'est-à-dire les autorisations, s'il y a la négociation du départ d'un locataire ou de la réalisation de tel ou tel travaux, il faut absolument que ce soit indiqué parce que peut-être que vous n'aurez jamais de problème, mais le jour où vous avez un problème, je sais pas, vous voulez acheter un terrain et vous avez oublié de mettre qu'il fallait avoir le permis de construire, si vous vous retrouvez forcé à acheter un truc où vous n'avez pas votre permis de construire, vous êtes un peu comme des cons. Donc, il faut être bien attentif là-dessus. Et si jamais il y a des on-dit avec le vendeur, on les note. Ouais. Tout ce qui n'est pas écrit et pas signé n'existe pas. Il faut vraiment tout noter dedans. On en parlera dans le sujet compromis de vente, mais si jamais il y a une condition particulière, moi je l'ai en ce moment, c'est pour ça que j'en parle, d'une opération marchand. Vous achetez, il y a un immeuble, actuellement il y a un locataire, et il est prévu que le locataire parte, notifiez-le dedans. Moi, la condition que j'achète, c'est que le locataire ne soit plus dans l'appartement. Parce qu'un appartement que tu vends vide ou un appartement que tu vends occupé, réellement, ce sera pas le même prix. Donc la marge de ton opération de marchand est complètement différente. Donc si ta condition, c'est que l'appartement avec Tata Rachel à l'intérieur soit vide et que Tata Rachel parte, ben, notifiez que j'achète. Donc, je veux bien augmenter mon offre peut-être de 15 000 €. Mais par contre, la condition que j'ai en face de ça, c'est que Tata Rachel soit partie le jour de l'acte authentique. C'est hyper important. Et vous pouvez utiliser la technique de l'arroseur arrosé, un nom non officiel, c'est que dès que vous êtes avec un agent ou un vendeur qui vous assure que ouais, ici ça se loue 2000 € par mois, ou ici ça se vend à tel prix hyper rapidement et tout, t'es là, ah ouais, bah écoutez, trop bien, bah du coup je le mets dans l'offre, quoi. Voilà, vous m'assurez que ça se loue à 2000 € par mois, bah du coup c'est à condition que ce sera reloué à 2000 € par mois. Et en général, ils vont dire genre, ouais, mais non, mais attendez, parce qu'en fait, on peut pas l'écrire. T'es là, bah si, vous êtes sûr de vous. Moi, je le note. Si vous êtes sûr, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez voir si le mec est vraiment sûr de lui, il y aura en effet pas de sujet. Mais souvent, souvent, ça bégaye un peu, tu vois. Ça commence à bégayer un petit peu. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas que le prix qui compte et tapez bas au début et vous augmentez si vous augmentez le prix. Mais dans une négociation, en fait, si tu augmentes le prix sous la volonté du vendeur, ben, tu augmentes le prix à condition que voilà, tu rajoutes une petite condition. C'est comme ça dans une négociation. Il faut toujours avoir un panel de choses en face de la négociation qui fait que ok, tu veux que j'augmente mon prix, mais voilà. Si tu achètes un local, par exemple, je donne l'exemple d'un local commercial, tu es en train de négocier un prix. Ben, si le vendeur il veut augmenter le prix, ben, tu dis ok, je suis prêt à augmenter mon prix. Par contre, je veux une condition de pré-commercialisation. Donc, ça veut dire que j'exige que j'ai l'autorisation de mettre en location le bien immobilier et de faire une demande de trouver un locataire entre le compromis et l'acte authentique. Et je veux absolument avoir un locataire le jour de l'acte authentique. Comme ça, au moins, tu sécurises ton projet immobilier, tu sécurises ton achat. Les banques, elles seront beaucoup plus à même à suivre le projet parce qu'il y a déjà un locataire qui va arriver, le bien ne sera pas vide, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, il n'y a pas que le prix réellement, j'insiste là-dessus, c'est vraiment les conditions, des fois, sont même plus importantes qu'un prix quand on négocie un bien immobilier. Ouais, on peut faire énormément de choses. Mais il faudra qu'on en parle une autre fois, mon poulet, parce que là, je vois que j'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard de 3 minutes, donc on va devoir s'arrêter là. Avant de vous laisser, on veut quand même vous rappeler qu'on a plein de choses qu'on peut vous offrir, qu'il faut aller chercher
vous-même en lien dans les commentaires, dans les notes de l'épisode. On a des books, que ce soit sur la laverie, la bourse, un modèle de dossier bancaire. On a même une checklist de visites. Comme ça, quand vous visitez un bien, vous prenez toute la checklist. Si vous regardez tout ça, vous êtes tranquille. Et on a un lien pour notre newsletter qui sort chaque semaine où on vous donne des tips en immobilier et des infos importantes à avoir. Et en dernier, un lien, on en a déjà parlé tout à l'heure, pour prendre rendez-vous avec nous pour parler de vos projets immobiliers, voir si la JM Academy peut vous aider, si on peut prendre votre candidature et et vous intégrer à l'accompagnement pour vous faire exploser votre patrimoine. Pour Clairement. votre patrimoine immobilier, tout à fait. Donc pensez à vous inscrire, n'hésitez pas à la newsletter, on donne pas mal de conseils. Vous allez voir, il y a une newsletter sur la négociation aussi qui va sortir, où il y aura pas mal de tips complémentaires aussi avec ce qu'on dit en podcast, donc c'est important. Et on essaie de vous donner le plus d'éléments et le plus de conseils possibles, de façon à ce que vous puissiez au moins commencer et mettre un pied dans l'immobilier. Et si par la suite, nous, on peut vous aider à investir dans l'immobilier, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Carrément. On vous laisse et comme d'hab, pensez à partager cet épisode s'il vous plaît, à nous mettre des likes. Vous pouvez nous envoyer aussi des questions à contact@jmacademy.com, on y répondra en podcast. Surtout, n'hésitez pas. Et on vous Merci dit à vous. à très vite. À très vite.